Bonsoir à tous, c'est Tambour battant consacré aux profondeurs de la peau. Alors, avec Patrick Tudoret, ici présent, nous recevons dans cette première partie, d'une part, Laure Cambeau, qui est poète et qui est auteur de ce livre qui s'appelle « Ma peau ne protège que vous », et David Le Breton, le sociologue bien connu de Strasbourg, qui est l'auteur de ce livre qui s'appelle « La peau et la trace », et aussi de bien d'autres que je vais citer. Alors d'abord, pour Laure Cambeau, pour commencer par les dames, c'est donc pour vous qui êtes auteur de contes pour enfants, qui, au fond, militez pour le droit à l'étrangeté, vous insistez beaucoup là-dessus. Vous avez publié aux Écrits des Forges « Le couteau dans l'étreinte », lettre au voyage, au voyou céleste. Voilà, lettre au voyou céleste, La fille peinte en bleu, et vous allez publier au Castor Astral bientôt Les yeux dans le monde. Les yeux de la mouche. Ah, les yeux de la mouche, pardon. Je ne l'ai pas lu parce qu'il n'est pas paru. Bon. Voilà, exactement. Alors, et avec nous, donc, notre ami sociologue, David Le Breton, qui est professeur de sociologie donc, à l'Université de Strasbourg, membre de l'Institut universitaire de France, qui a travaillé sur beaucoup de livres. Son dernier s'appelle « Des visages, une anthropologie ». Il a publié aussi « Du silence », toujours chez Métellier. Et puis, ce livre qui est au cœur de notre émission, « La peau et la trace » chez Métellier. Alors, je vais commencer par vous, Laure Cambeau, et en lisant ce livre, cet extrait du livre, « Ma peau ne protège que vous », que vous avez publié au Castor Astral. Je brûle un peu plus loin dans les venelles derrière la gare. Je brûle, furtive, occasionnelle. Ma peau, treillie de bois et de cordes, ne protège que vous. Mon fantôme en papier, ma peau, treillie d'orchestre, reste sur la berge, regarde passer des péniches, lourdes, lentes, des péniches surpeuplées, montagnes de dés, jeux de cubes géants. Je regarde passer des péniches qui vont jouer plus loin au tripot suivant. Je bois au bruit des glaçons, accords magiques, bling, souvenirs du père Blang. Les organes se perdent en route, vampires baroques, solubles dans le bleu du ciel. Ma peau ne protège que vous, fidèle comme la veine à Monte-Carlo. Alors, je voudrais vous demander, Laure Cambeau, pour commencer, qu'est-ce que vous visez en appelant votre recueil « Ma peau ne protège que vous » ? Alors, en fait, au départ, c'était le titre d'une des parties du livre. Ce livre est construit sur les 5 sens et dans les 5 sens. Et donc là, évidemment, c'était pour le toucher. Et l'éditeur et moi-même, finalement, on a décidé de ce titre. Alors, c'est plus une image évocatoire du don, je dirais, du don. On se dévêt de la peau, comme c'est dit dans la Genèse, l'Éternel fit un manteau de peau. Donc, je donne ce manteau de peau. C'est une idée de don. Et donc aussi, on se retrouve dévêtu. Comme, alors là, c'est un petit peu aussi, comme disent les soufis, je me suis desquamé de mon moi, comme un serpent dépouille sa peau. Donc là, qui donne sa peau se retrouve sin piel, comme disent les Indiens au Mexique. Pour des femmes sin piel, je trouve que c'est très évocateur d'être sans peau. Et voilà. Alors dans ce texte, j'ai été assez sensible au fait que vous évoquez beaucoup l'odeur de la peau. Oui. Et l'odoration, dites-vous. Alors vous parlez du cuir, l'odeur de cuir. En fait, c'est un peu étrange parce que c'est en même temps quelque chose qui stresse. Et donc j'ai imaginé les cordes d'un bateau, comme si on respirait les cordes d'un bateau. Alors là, on respire l'eau de la mer. Est-ce que tout ça est bien présent? Et qu'est-ce que vous visez en disant que, au fond, la peau nous permet de respirer? Eh bien, c'est multiple, c'est des sensations multiples. Alors, c'est vrai que les odeurs, je trouve que en littérature en général, c'est peut-être pas moins évoqué, ce sens est moins traité. Bon, donc, une des parties du livre, c'est odoration. J'ai beaucoup aimé ce mot qui est, on dit vieilli, mais qui est très parlant, je trouve, en plus avec ce mélange de sonorités sur adoration. Et oui, c'est la peau, tout commence par là, en fait, pour les odeurs. Donc, c'est très...
c'est très fort et très profond comme le titre de cette émission. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, c'est en partie parce que moi, j'ai été assez sensible, justement, à l'utilisation des 5 sens chez vous. Un peu comme si la peau stimulait les 5 sens. Oui, c'est un peu ça. Alors, on peut penser d'abord, entre parenthèses, il se trouve que je suis moi-même musicienne. Donc, je pense que les sonorités aussi comptent beaucoup pour moi. Et puis oui, on peut penser la peau. Regardez, on a le tambour, on a les instruments, la peau aussi, la peau du piano, la peau de l'ivoire. Je suis pianiste. C'est aussi une peau pour moi. Enfin, voilà, musicale évidemment. Une enveloppe corporelle. Voilà. On peut développer loin. C'est vrai que dans les 5 sens, on oublie souvent le tact, le toucher. Oui, tout à fait. C'est celui des sens qu'on oublie le plus. Et c'est bien justement que vous le remettiez Oui. À l'honneur. Alors il y a un de vos poèmes qui commence par ce magnifique vers libre, qui est « Je brûle donc je suis ». Et c'est une sorte de cogito cartésien incandescent, je dirais ça comme ça. Je brûle donc je suis. Et est-ce que ce sont donc les inévitables brûlures de l'existence? C'est alors le brasier de ce que nous sommes, c'est-à-dire les passions qui nous agitent, qui nous animent. Cette brûlure, elle vient de l'extérieur, elle vient de l'intérieur? Les deux. Moi, je pense que c'est plus intérieur, comme beaucoup les religieux du Moyen-Âge et Eckhart et tout ça. Enfin, il y a ou dans les. Vous citez d'ailleurs David Schlanvers. Oui, c'était voilà. Une mystique oui, donc voilà. J'avais en projet un travail sur les béguines. Oui, donc c'est vraiment dans Marguerite Porete et tout ça. Cette idée de brûlure intérieure. Ouais. Et c'est plus intérieur, je pense. Mais on peut voir les deux, évidemment, les deux niveaux de lecture. Alors, il y a une partie de votre livre qui s'appelle « Quand la lune casse le nuage, la couche de Dieu se vide sur nos têtes ». Alors, c'est dans ce recueil, « Ma peau ne protège que vous », et petit à petit, je me suis dit, au fond, l'agencement des mots vise à nous faire presque trembler, un peu comme si notre peau ressentait le trembler de votre élocution. Et au fond, apparaissent un certain nombre de choses qu'on n'imagine pas qu'il pourrait apparaître. Donc j'ai dit, la couche de Dieu se vide. Eh bien, ils vendent aussi des cœurs de crapaud, il paraît que ça marche, des cœurs en crapaud, peureux, sonores, mais charmants comme des princes. Ils vendent prothèses diverses et variées, succédanées d'oreilles, ils vendent aussi des nez de chien, il paraît que ce sont les meilleurs. Et en fait, d'une certaine façon, on a au fond l'évocation d'un certain nombre de sens, et en même temps, une référence. Alors, est-ce parce que vous appelez votre livre « Ma peau ne protège que vous », mais toujours est-il que j'avais toujours l'idée, tiens, c'est une manière de voir la peau qui est assez étrange, de voir ces objets, ces animaux autour de la peau, pour en voir les caractéristiques. Oui, c'est comme un peu peut-être... mon bouquin suivant s'appelait « Grand motel du biotope », donc c'est une forme de biotope aussi peut-être, et voilà, donc après... Ça veut dire quoi, biotope ? Le biotope, alors là, attention. C'est vous qui avez prononcé le mot, c'est pas moi. C'est un monde, c'est l'environnement dans lequel on vit. Voilà, c'est le monde, c'est notre le monde vivant dans lequel notre environnement. Enfin, dans lequel on s'inscrit. Ouais. Attention, je suis devant des scientifiques. Vous avez un environnement un peu étrange, non? Un peu mélangé, oui, tout à fait. C'est pour ça que j'ai commencé en disant étrange. Oui. Il y a quelque chose d'étrange chez vous. Oui, tout à fait. J'ai été, je pense que c'est ce qu'on me dit, ma poésie est un petit peu imprégnée de surréalisme, même si ce n'est pas que ça, mais quand même c'est important. J'écris toujours sur un monde absurde qui est, je trouve, le nôtre en fait, un petit peu, mais voilà. Et je pense que c'est beaucoup des images aussi. Des images aussi... Quelquefois, les sonorités comptent. C'est la phrase de Valéry qui définit la poésie comme l'hésitation continue entre le son et le sens. Et souvent, le sens, il arrive dans le son. Enfin, je pense, pour moi, dans tous les cas. Et voilà. David Le Breton, vous qui êtes sociologue et qui avez beaucoup travaillé sur la peau, j'ai cité tout à l'heure La peau et la trace, comment vous accueillez cette manière, au fond, qui n'est pas directement rationnelle, oui. Mais qui est très senti,
de percevoir la peau? Ah bah la peau, elle est de toute façon, elle ouvre à l'univers du sensible dans tous les sens du terme, c'est-à-dire l'univers de la sensorialité, avec effectivement les 5 sens. Peut-être d'ailleurs y a-t-il plus que 5 sens, puisque ça c'est la tradition aristotélicienne, mais on sait que d'autres sociétés humaines semblent fonctionner sur d'autres sens. Mais c'est vrai que tous nos sens finalement sont inscrits sur la peau, et puis nos émotions évidemment s'inscrivent également sur la peau. D'ailleurs, on parlera des ados qui sont écorchés vifs, ou qui s'écorchent d'ailleurs pour de vrai quand ils sont vraiment dans une souffrance personnelle. On vit à fleur de peau, etc. Donc la peau finalement métaphorise à la fois, métaphorise l'émotion, métaphorise la qualité de notre rapport avec le monde, puisque c'est d'ailleurs un vocabulaire tactile, un vocabulaire cutané, qui traduit justement la qualité de contact. Je souligne contact dans le sens à la fois relationnel et physique. C'est la peau qui mesure la qualité de contact que nous avons avec les autres et avec le monde. Donc d'un point de vue anthropologique, c'est un abîme finalement, un abîme de sens, notre peau. Est-ce que vous pensez qu'on a raison de parler des profondeurs de la peau? J'ai donné ce titre à notre émission parce que je me suis dit qu'au fond, tout le monde croit que la peau, c'est superficiel, c'est au-dessus, etc. Et quand on vous lit, David Le Breton, on comprend que dans la peau s'inscrivent des phénomènes absolument considérables qui sont des manifestations existentielles originales. Oui, la peau, c'est une sorte de révélateur, d'analyseur de notre rapport au monde. D'où d'ailleurs, parfois les dermatologues disent que les maladies cutanées sont des maladies justement du contact, notamment chez les nourrissons et chez les personnes âgées. Le sentiment d'abandon, le sentiment d'absence va parfois se traduire par des éruptions cutanées que d'ailleurs Didier Anzieux avait très très bien analysé comme une volonté. Didier Anzieux, c'est un psychanalyste, un grand psychanalyste. Qui nous a précédé, dont on parlera tout à l'heure avec Serge Tisseron. Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup marqué la réflexion sur la peau, et il a écrit un livre qui s'appelle Moi Peau, qui est l'un des grands livres du XXe siècle. Et un grand livre du XXe siècle, je suis d'accord. Oui. Et là, Didier Anzieux donc analyse, par exemple, ces pathologies cutanées des enfants comme une manière de chercher un contact, c'est-à-dire de s'auto-stimuler, de chercher de manière très ambivalente, évidemment, un contact avec une mère éventuellement absente ou en tous les cas indifférente. Donc, il pointe bien cette ambivalence qui est la nôtre, de toute façon, dans notre rapport au monde. Quand on rougit, par exemple, et autres, on voudrait, pour rien au monde, rougir, mais c'est quelque chose qui nous emporte, évidemment. Donc notre peau, effectivement, c'est à la fois la surface, mais c'est la profondeur, entre guillemets, de notre personne. Oui, c'est ce que disait, donc on a fondé un peu cette émission sur la réflexion de Paul Valéry dans l'Île des Fixes, en 31, je crois. Ce qu'il y a de plus profond en l'homme, c'est la peau, ajoutant en tant qu'il se connaît. Ce qu'il y a de plus profond en l'homme, c'est la peau en tant qu'il se connaît. Et donc, effectivement, ce que ça fait, vous y faites largement écho dans votre livre. Hein. Et de quelle manière, justement, donc, cette peau dit la profondeur qui est la sienne, en quelque sorte. Elle le dit à travers toutes ces manifestations pathologiques, entre guillemets, mais aussi, évidemment, dans le mal de vivre adolescent, puisque là... à la fois dans le mal de vivre et puis dans le bonheur d'être soi. Parce que d'un côté, effectivement, il y a le tatouage, le piercing. Là, l'affirmation identitaire. Voilà, on est dans une affirmation identitaire, des gens qui sont bien dans leur peau et qui veulent, être encore mieux dans leur peau. D'ailleurs, la métaphore, la langue française est très riche à cet égard. On parle d'être bien dans sa peau, mal dans sa peau, etc. Mais d'un autre côté, vous avez les attaques au corps, c'est-à-dire les excoriations, les brûlures, les scarifications, etc. On va y revenir à tout ça. Voilà. Mais ça traduit bien, en tous les cas... Il y a des pages tout à fait étonnantes. Oui, justement, on va revenir parce que vous avez beaucoup écrit sur les scarifications, sur les tatouages, etc. Mais moi, je voudrais vous interroger sur une phrase qui est essentielle dans votre livre. Le recours au corps marquerait la défaillance de la parole et la défaillance de la pensée. Alors, c'est très vache pour notre poète, parce que finalement, quand Laure Cambeau recourt au corps, je me suis demandé, ça, vous voyez, elle recourt au corps, à la peau, d'une certaine façon qui est vantée. Oui. Est-ce que la rationalité s'estompe et est-ce que la pensée s'estompe? En tout cas, la parole semble s'estomper, ou en tout cas, la parole rationnelle semble s'estomper. Oui, c'est plutôt ça. Oui, parce que pour moi, la parole ne suffit pas. C'est-à-dire, j'ai souvent eu... Pardon, quand j'ai publié La Poélatra, j'ai eu un certain nombre de débats avec des psychanalystes qui me reprochaient d'avoir essayé de comprendre, d'avoir défendu d'une certaine manière, même s'il n'y a pas de jugement de valeur dans mon travail, et ils me disaient, voilà, pourquoi ils ne parlent pas, ces ados, au lieu de se scarifier. Or, bien, quand on a été victime d'inceste, par exemple, on a beau le dire et le répéter, en quoi
quoi ça va supprimer l'immense souffrance du jeune qui a vécu ça. Donc il y a un recours au corps qui s'impose, qui n'est pas du tout exclusif évidemment de la parole. Je pense que la parole chemine en même temps d'ailleurs que le recours au corps, mais c'est une manière d'aller dans la profondeur de soi finalement, de s'entailler, de dire j'ai mal, c'est insupportable ce que j'ai finalement, on sait que la violence c'est un langage qui accourt lorsque le langage verbal a failli, en quelque sorte. Et là, c'est pareil, non? L'atteinte au corps, les scarifications, etc., c'est une forme de langage qui permet d'exprimer justement ce que peut-être le verbe, à certains moments, ne peut pas exprimer. C'est d'ailleurs l'objet même du body art, des artistes qui, au lieu de faire un grand manifeste... Pas mal d'exemples. Oui, Gina Pan et autres. Par exemple, quand Gina Pan se scarifie avec des lames de rasoir, c'est absolument fascinant, parce qu'elle montre la souffrance d'être une femme, d'être prise dans cette tyrannie de l'apparence, de la beauté. On a écrit des centaines, des milliers de textes sur l'aliénation des femmes à ces stéréotypes de genre, etc. Mais là, la manière dont Gina Pan, sans dire un mot, se maquille et le sang qui coule sur son visage, c'est absolument extraordinaire, quoi. Ça percute tous les... Et c'est là où ça peut être plus fort, même le recours au corps, que des arguments rationnels, entre guillemets. J'ai du mal à entendre ça, moi, parce que je suis très rationnel, rationnel, très marqué par la philosophie rationnelle. Et je voudrais vous interroger, Laure Cambeau, parce que je trouve que votre livre, il est exactement dans la tonalité que vient de décrire David Le Breton. Alors, est-ce que vous ressentez ça? Oui, absolument. Et pour parler, il y a deux choses différentes quand même. Le tatouage, enfin, je parle à un grand spécialiste, et la scarification, c'est quand même très... C'est l'opposé. Très opposé. Et vous demandiez si c'était une défaillance de la pensée. J'ai pensé cette nuit que finalement, c'était peut-être un retour, puisque pendant des siècles, on a écrit sur des parchemins de veaux et de chèvres, etc. Là, c'est de l'écriture et de l'art aussi, le tatouage. Et donc, c'est écrire sur la peau. C'est ce qu'on a fait des millénaires. Voilà, c'était mon idée que non, c'est pas une défaillance, c'est non, moi je pense pas, non. Un retour sur autre chose. Après, est-ce qu'il n'y a pas un tatouage rituel, effectivement, qui accourt depuis des millénaires, etc., sous certaines latitudes, et puis un tatouage, il y a des témoignages dans votre livre qui le montrent, qui est plutôt l'expression d'un certain vide. C'est compliqué, mais... On peut dire que les marques du corps, effectivement, relèvent de la condition humaine. Les premiers humains, il y a quelques millions d'années, sans doute, ont décoré leur corps, parce que ça fait partie de la culture. Et ça se fait toujours, d'ailleurs. Oui, ça se fait, oui, bien sûr. Il y a une différence quand même fondamentale entre les marques du corps des sociétés traditionnelles et les nôtres. C'est que dans les sociétés traditionnelles, ce sont des marques du corps, par exemple des tatouages, qui intègrent, qui vous immergent dans le cosmos, qui vous immergent dans une communauté, donc qui vous intègrent dans un nous autres. Nous, dans le discours qui sera tenu par une personne tatouée, c'est « je me suis singularisé, je me suis individualisé ». Tout l'inverse. C'est absolument l'inverse. Voilà, je me suis réapproprié mon corps. Marquer et se démarquer. Exactement, se démarquer. Sauf qu'aujourd'hui, l'originalité profonde, c'est de ne pas se tatouer. Parce que visiblement... ça devient peu à peu ça. Voilà, donc c'est là où le serpent se mord la queue, quoi. Patrick Tudorel n'a quand même pas tout à fait tort, parce que en fait, on découvre que 20% des Français, aujourd'hui, se tatouent. C'est absolument incroyable. Mais c'est rien par rapport aux pays du Nord. Oui. Et enfin, je crois que vous avez les chiffres sûrement. Non, j'ai pas les chiffres, mais je suis d'accord. L'Allemagne, c'est dingue. J'ai souvent dit, que finalement, le comble de la transgression dans les années à venir, le comble de l'érotisation, sera d'avoir un corps totalement vierge, sans aucune marque corporelle. On dira, mon Dieu, mais c'est prodigieux, quelqu'un qui n'est pas tatoué. C'est certain que ça va revenir, c'est certain. Oui. Mais c'est déjà la norme, le tatouage. J'ai une nièce qui s'est fait un peu gronder par ses amis, parce qu'elle lui disait, mais comment, tu n'es pas tatouée? Mais enfin, et c'était vraiment ça. Pour les jeunes générations... Elle a été stigmatisée. C'est quand même terrible. Une gamine de 20 ans. Oui, voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire dans « ma peau ne protège que vous » ? Ne protège que vous. C'est-à-dire qu'au fond, ma peau protège d'autrui, ou bien protège de la banalisation qu'autrui pourrait introduire dans ma vie? Non, je pense que c'est quand même protège. J'avoue que la compréhension est venue après. Mais c'est ça, la rationalité seconde dans, dans tout votre recueil. C'est ça qui est intéressant. Par contre, non, c'est plutôt que vous. Non, c'est pas de... C'est pas? Non, je pense que c'est plutôt la première... c'est plutôt, protéger vous. Enfin, c'est plutôt dans ce sens-là. Pas du danger d'autrui. Non, non. Je pense ça protège de quoi? Elle protège de tout. C'est
Est-ce que ça protège de ne rien avoir comme contact profond avec autrui? Ah non, pas Je me suis du posé tout. la question. Non, non. Je pense que c'est vraiment plutôt Vous êtes dans plutôt le du don. côté de la bienveillance, oui, c'est ce qui me Oui, de la semble aussi. bienveillance, c'est Oui, plutôt oui. ça. Un des bouquins que j'ai écrit après s'appelle Le manteau rapiécé, parce que j'ai fait un livre sur les soufis des Balkans, les Bektashi. Et c'est une image soufie aussi du manteau qu'on retrouve dans toutes les religions. Et rapiécé, c'est presque du tatouage Oui. ou de la scarification. Oui. Et c'est toujours le principe d'aller du multiple vers l'unique. Et il y a cette idée de manteau qui est très belle. Et voilà, le manteau de peau, c'est plutôt de la bienveillance et du don, pour moi. Où vous venez manifester d'ailleurs ce lien très étroit qu'il y a entre la peau, le tissu, le textile, Voilà. le texte. Là, il y a Voilà. vraiment une sorte de... Et la d'entité, toile, ouais, forte. aussi, ouais, tout à fait. Alors, est-ce que ça voudrait dire que derrière le texte que vous écrivez, il y a quelque chose qui est à chercher? Je reprends ce que vient de dire Patrick, c'est-à-dire que, en fait, le texte protège de la même manière que la peau peut protéger. Bah oui, je crois que de toute façon, dans tout texte, il y a plusieurs niveaux de lecture et quand on entend les retours, c'est pas un niveau, enfin il y a plusieurs degrés et on découvre des choses que l'auteur, Donc le texte auquel comme, l'auteur ouais. n'avait certainement pas pensé. Enfin, tout Le à texte fait. comme seconde peau, peut-être même Oui, première. absolument. Oui, bien c'est sûr. une forme de peau. Il y a eu parce un qu'après- temps, à fait. où les hommes cherchaient chez les femmes des femmes entièrement dépoilées, c'est-à-dire entièrement à nu. Ouais. Un petit peu comme si vraiment ils allaient au cœur de la peau, ils allaient vraiment sur la peau. Mhm. Est-ce que vous pensez que c'est en régression ou bien est-ce que vous pensez que ça continue à exister chez beaucoup d'hommes? Si la femme est vraiment nue, il n'y a rien. Oui, non, en fait, ça continue à se développer puisque ça touche même les hommes. On a vu, par exemple, les coureurs cyclistes qui maintenant sont complètement rasent leurs jambes et complètement épilés. On voit l'été dans nos villes les hommes qui se baladent en short. Donc, je ne parle pas uniquement des femmes, mais même les hommes aujourd'hui sont dans cette logique de l'apparence, d'une espèce de tyrannie de l'apparence, où ce qui dépasse de notre corps, au-delà de nos cheveux, est perçu comme absolument intolérable. Il y a une sorte... Donc, il faut lisser les corps, c'est d'une certaine manière un peu puritain d'ailleurs, il faut que rien ne dépasse et qu'on contrôle tout. Mais il y a eu un déplacement, enfin, si je puis me permettre, des poils Ouais. pour les hommes, puisque maintenant, tous les hommes sont barbus. Oui, alors Donc ça, je trouve Ah qu'il y a un oui, ça, c'est vrai. déplacement, C'est enfin, oui. si Non, je non, puis me vous- permettre, vous avez vers le haut. On a finalement supprimé les poils masculins. Voilà. Rappelez-vous d'ailleurs Sean Connery dans les premiers James Bond qui était incroyablement poilu. Ouais. Aujourd'hui, c'est absolument impensable. Tout à fait. Et donc peut-être le Et fait voilà, on les de retrouve se là. raser, bah oui, voilà, on les a reportés. Moi, c'est ma théorie. elle veut ce qu'elle Alors veut. certains sont semis, Oui. d'autres- Non, voilà. d'autres assument. Ouais, ouais, ouais. Bien, alors, si on examine les scarifications, on est en face d'une peau qui est au fond travaillée, y compris dans la douleur. Oui. Et ce qui m'a le plus surpris dans ce que vous écrivez, c'est que cette douleur qu'on se donne à soi-même a pour but de proscrire la douleur qui vient de l'extérieur. Voilà, je me souviens qu'une adolescente m'avait dit « Je me fais mal à mon corps pour avoir moins mal à mon cœur ». On ne peut pas dire les choses mieux. Hein, le recours il y a un recours au corps dans ce contexte de souffrance à travers les scarifications, qui sont une manière d'ouvrir justement le corps, de reprendre une respiration. À un moment où le jeune a l'impression d'être emporté dans quelque chose qui va l'écraser complètement, il s'agrippe à son corps à travers la stimulation de l'entailler, de se faire mal, pour revenir à lui-même. Et à ce moment-là, il redevient dans le réel. Les ados ont souvent ce problème de savoir s'ils sont réels ou pas, etc. Et là, l'attaque au corps est une manière de revenir à soi, de respirer à nouveau. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai analysé les attaques au corps comme des techniques de survie, en sachant que j'allais provoquer sans doute un certain nombre de débats. Justement, les psychanalystes ne m'ont guère épargné en la matière, mais pour moi, c'est une forme de sauvegarde. C'est pour ça aussi d'ailleurs que je parle d'acte de passage et non pas de passage à l'acte. Parce que dans tous les interviews que j'ai fait, j'ai rencontré des jeunes qui me disaient «
je le fais à tel moment, etc. On n'est absolument pas dans le passage acte, il y a absolument une méditation, une réflexion, et le sentiment que c'est une arme finalement pour rester vivant, ne pas mourir, ne pas disparaître. J'ai même pensé à un moment que c'était une prévention contre le suicide, parce qu'un certain nombre de jeunes m'avaient dit que s'il n'y avait pas ça, s'il n'y avait pas les attaques au corps, ils passeraient à l'acte, là, du coup. Oui. Vous avez une Oui, pour se expression, sentir vivant, en fait. Pour se sentir vivant, Précisément, oui. voilà, tout à fait. Par la douleur aussi. Absolument. vous avez une expression assez signifiante qui est l'autochirurgie du sens. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez essayer de définir ça? C'est-à-dire un petit peu comme s'il y avait une redéfinition du soi Ouais. grâce à ces scarifications. Oui, parce que là, on pénètre le corps, on le fait saigner, etc. Donc, on est bien dans une forme d'autochirurgie. En même temps, ce sont des significations qu'on manipule, hein, puisque ces jeunes, mal dans leur vie, mal dans leur peau, souvent victimes de maltraitance, d'inceste, etc., finalement peuvent exprimer le cri qui est en eux et en même temps reprendre corps, reprendre chair dans leur vie. Donc, il y a une forme de déplacement, finalement, de la souffrance, hein, comme le disait cet ado, hein, je me fais mal à mon corps pour avoir moins mal à mon cœur. Il y a une reprise en main, il y a un contrôle. C'est une sorte de saignée identitaire, hein. Oui. Une manière de faire sortir le mauvais. Les jeunes nous parlent du pu qui est en eux, de la saleté, de la dégueulasserie, etc. Ils font sortir ça, exactement comme une Les saignée saignements, identitaire. comme les saignées. Exactement, C'est ça. comme les saignées Vous en parlez aussi, d'ailleurs. d'autrefois. Oui, Et donc, parce que vous écrivez effectivement traces et douleurs pour exister. Oui. Donc la peau serait-elle elle l'est en fait, une carte d'identité au sens dans géographique, tous les sens. topographique même. Oh oui, non, ça c'est... D'ailleurs, on se reconnaît les uns les autres à travers les géographies d'ailleurs, de notre visage, évidemment, qui est le lieu du corps le plus investi, le plus signifiant. Mais tout notre corps, de toute façon, est une géographie. Quelque chose de fondamental, c'est que la peau porte les traces de la vie. En plus, avec les cicatrices, notamment. Alors avec les cicatrices, Les rides. et puis les rides. oui, les rides, Oui, mais au fond tout ce qui fait notre Oui, visage oui, d'abord, oui. et puis ensuite le reste de notre corps Ouais. est marqué par, au fond, par ce que nous avons vécu. Absolument. Donc, on peut dire qu'on porte son passé sur soi. Et également son identité sur soi, parce que finalement tout ça sont des signes d'identité, quoi, qui nous rappellent notre histoire quand on regarde nos cicatrices. Notre singularité aussi. Et notre extrême singularité. On porte son intérieur à l'extérieur. À l'extérieur. J'ai trouvé Comme les escargots. Je sais une plus citation si vous avez dit de François Tchang dans le dit de Tiani, qui est très connu. À partir de la naissance, chaque visage est façonné par toute une vie de désirs refoulés, de tourments cachés, de mensonges entretenus, de cris contenus, de sanglots ravalés, etc., etc. Chaque ride emporte la marque aussi sûrement que les anneaux d'un arbre. Oui, oui. C'est beau. Et c'est Là, juste. absolument. Là, l'écueil consisterait justement à faire de la psycho, de la typologie, de la physiognomonie, etc. De dire, voilà, celui-là, il a telle forme de son visage ou telle forme de son corps, donc ça renvoie à tel ou tel caractère, etc., comme la morphopsychologie également. Non, c'est-à-dire, en fait, notre peau renvoie quand même à un mystère, pour l'autre en tous les cas, parce que nous, on peut effectivement faire l'histoire de nos cicatrices, voire même de nos rides ou tout ça. En revanche, pour les autres, ça reste une énigme. David Le Breton, quand vous dites qu'on découpe la peau faute de trouver les mots, Oui. est-ce que vous ne croyez pas que vous allez trop loin? Mais oui, non, je suis d'accord avec vous, Antoine. C'est-à-dire, je sais très bien que les jeunes sont parfaitement capables de dire je me fais mal pour avoir moins mal. D'ailleurs, c'est une formule que j'ai souvent entendue de leur part, et qui est une formule qui dit tout, hein. Je me fais mal pour avoir moins mal. Je me fais mal à mon corps, entre guillemets, pour avoir moins mal dans ma vie. Donc, ils sont parfaitement lucides. Mais les mots ne suffisent pas. Comme je disais tout à l'heure, face à un inceste, face à un père qui cogne tous les jours, vous avez beau dire c'est insupportable, ça ne suffit absolument pas à résoudre le problème, même si un accompagnement par un thérapeute peut alléger les choses. Oui, chez un intellectuel, l'idée que les mots sont seconds par rapport à autre chose qui serait l'atteinte physique charnelle au corps. Dans ce contexte. Alors, pas forcément C'est ce que second, disent mais- c'est ce que disent les jeunes. C'est pas votre théorie. Enfin, c'est voilà. Oui, c'est ça, C'est c'est des dans témoignages. ce contexte, parce que Ouais, sinon, ouais. évidemment, pour moi, l'écriture, de toute façon, c'est toute l'histoire de ma vie, c'est pour ça que j'écris tant de livres. Le fait qu'on écrive, pour beaucoup d'entre nous, c'est une forme de sauvegarde, c'est le Oui, balancier de qui survie. nous tient sur le bord du Bien gouffre. sûr. Mais d'autres, en revanche, n'ont pas ce N'ont pas cet privilège, accès. ou ils n'y accèdent pas Absolument. encore. Ils vont peut-être y accéder un jour, mais pour l'instant, ils sont trop jeunes d'ailleurs, hein. Là, on parle de jeunes qui ont 14, 15, 16 ans, 17 ans. C'est plus rare, hein, que les scarifications se poursuivent
plus tard. Parce qu'au fil du temps, on trouve finalement d'autres solutions. Oui. Et puis également, on renarcissise son corps à travers notamment les relations amoureuses ou des choses comme ça. C'est-à-dire, en fait, on ne peut attaquer un corps que quand il est complètement dénarcissisé. Quand c'est un corps qui est de la merde, quoi, qui est dégueulasse, on n'en veut plus. On voudrait s'arracher une peau qui colle à la peau d'une identité insupportable. Ça, c'est quand on a 15 ans. Et puis tout d'un coup, on tombe amoureux à 18-19 ans d'un garçon ou d'une fille qui vous dit que vous êtes merveilleux. Et à ce moment-là, vous réinvestissez votre peau et vous ne pouvez plus l'entailler. Comme nous, je pense qu'on ne s'entaillerait pas autour de cette table, ça nous paraît insupportable, parce que nous aimons la vie en principe, je suppose. Et on narcissise, on est dans un narcissisme de notre corps, enfin narcissisation, pardon. D'où l'importance, on peut l'évoquer, du maquillage, du soin cosmétique, aujourd'hui qui est si important. Et donc, qu'est-ce que ça dit, ce soin justement de plus en plus apporté à la peau? C'est le désir. Ça permet de sortir justement de la violence. Oui. D'une certaine manière, ce que vous disiez. Oui, c'est vrai, mais plus dans la vie quotidienne, là, il y a cette tyrannie de l'apparence, cette tyrannie de la beauté, etc. Donc, qui fait que, par exemple, le maquillage, qui est quand même la mise en valeur du visage, est extrêmement important du côté des hommes, du côté des femmes, pardon, mais pratiquement pas du côté des hommes, évidemment. Oui, c'est très ancien, parce que dans l'Égypte ancienne aussi, les femmes sont toujours maquillées. En fait. Cléopâtre, il y a quand même... Un exemple un peu cliché, mais effectivement. Mais les historiens nous rappellent quand même, je me rappelle de travaux de Georges Vigarello là-dessus, que les hommes se maquillaient il y a encore... bien sûr. Longtemps, ça fait aujourd'hui, c'est aussi, il y a une partie des hommes. Oui, c'est vrai, c'est juste, mais très minoritaire. Oui. Merci à tous les deux. Alors je rappelle que Laure Cambeau est l'auteur de ce livre qui s'appelle « Ma peau ne protège que vous » et que ça nous met dans les émotions. C'est un très beau livre qui nous met dans les émotions. Et puis David Le Breton, qui est sociologue, mais qui nous met aussi dans les émotions. La peau et la trace, donc aux éditions Métellier. Dans les profondeurs de la peau, deuxième partie, sur le grill, nous avons Dorothée Legrand. Bonsoir. Vous êtes chercheuse en philosophie et en psychanalyse. Depuis 2014, vous animez un séminaire où vous articulez philosophie et psychanalyse à l'École normale supérieure. Et vous êtes auteur d'un livre absolument saisissant que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, qui s'appelle « Écrire l'absence au bord de la nuit » chez Hermann. En face de vous, toujours David Le Breton, toujours professeur de sociologie à l'Université de Strasbourg, et en même temps toujours auteur de La peau et la trace, dont on a parlé jusqu'ici, de Des visages, une anthropologie, et puis du silence. Alors, je voudrais commencer par votre livre sur l'absence, parce que au bord de la nuit, et c'est d'abord, pour l'absence, vous la décrivez d'abord comme une blessure, comme une menace. Est-ce que vous accepteriez de dire qu'elle concerne au premier chef la peau? C'est-à-dire que l'absence est irréductible à la présence, dites-vous, et en cela, elle est proprement inconsolable. Et le contact des peaux est absolument essentiel. Est-ce qu'il n'est pas indispensable au point que s'il manque, eh bien, on est perdu? Et au fond, ce contact des peaux est fondamental. Oui, mais d'abord, merci pour tout ça. Je dirais que le contact des peaux est fondamental si on entend la peau à la fois comme un contact et comme un écart. Donc comme quelque chose qui maintient la singularité de notre corps et qui nous permet en même temps ce contact de faire deux, de permettre qu'il y ait plus d'un corps à la fois et que ces corps puissent se contacter. Dans ce livre, ce qui m'importe, c'est de dégager une manière de penser l'absence qui ne soit pas totale, totalisante, que l'absence ne soit pas toute, mais en même temps que la présence ne soit pas toute. Et donc il y a besoin de cette vacillation, de cette simultanéité de la présence et de l'absence. Et peut-être, je le fais pas explicitement dans le livre, mais ça me permet aujourd'hui de le faire, peut-être que la peau peut être prise comme presque
presque un paradigme de cette vacillation, où la peau ne serait pas simplement ce qui me contient moi dans mon fort intérieur, mais si on prend le terme de contact, alors elle me permet d'être au contact de l'autre, sans me perdre dans l'autre, sans que l'autre se perde en moi. Donc c'est aussi un écart, c'est aussi quelque chose qui empêche de tomber dans une illusion de toute transparence entre moi et l'autre. C'est aussi ce qui me rend opaque à l'autre, donc en partiellement absent à l'autre, et l'autre m'est partiellement absent. Et c'est ce partiellement qui m'importe beaucoup dans vous mentionnez le sous-titre, au bord de la nuit. La nuit, elle serait, on pourrait penser une nuit avec Lévinas par exemple, une nuit totale, totalisante, totalitaire. Le jour ne se lèverait jamais et il faut mettre un bord à ça. Et peut-être que la peau est une manière de penser de manière tout à fait concrète ce bord-là. Pour vous, on peut dire que l'absence se révèle vitale Oui. dans la mesure où elle est, j'allais dire, le miroir de la présence. Et en fait, le miroir de la singularité. C'est-à-dire, pour qu'il y ait singularité, il faut qu'il y ait aussi absence que présence. Autant d'absence que de présence. Oui, alors autant, je sais pas, c'est pas Et quantitatif autant, ces c'est choses-là. pas bien, parce que c'est quantitatif. Mais, Je retire autant. Mais en tout cas, oui, exactement. Pour moi, le terme qui anime un peu toute cette réflexion-là, c'est le terme de singularité, probablement, qui ne va pas de soi. On a l'impression que nous sommes des individus singuliers de par le fait que nous ayons une peau, concrètement, que nos corps soient différents les uns des autres factuellement. Mais psychiquement, c'est pas toujours si simple. Il y a plein d'états psychiques, il y en a beaucoup de différents qui s'articulent chacun différemment, mais où justement cette singularité est difficile à mettre en place, ou bien on peut la perdre momentanément, ou bien on peut ne jamais réussir à la construire. Et l'idée, c'était un peu de rechercher un peu les coordonnées de cette construction de la singularité. Je ne parle pas là d'identité, de ce qui fait que moi je me ressemble, mais ce qui fait que moi je ne suis pas l'autre, ce qui fait que je suis singulière, différente, à l'écart d'eux, et non pas, encore une fois, phagocytée dans l'autre ou par l'autre, etc. Est-ce que vous ne croyez pas, David Le Breton, quand on entend ce que vient de dire Madame Legrand, il y a au fond quelque chose qui est un mélange de singularité et d'absence, et de la même manière, un mélange de discours, de paroles et de corps. Et tout à l'heure, vous avez dit, ça prend la place. Et moi, j'ai envie de vous dire, après avoir lu Madame Legrand, non, ça prend pas la place. C'est les deux en même temps. Oui, alors je dirais qu'il n'y a pas de soi sans l'autre, mais c'est un autre évidemment intériorisé, donc il faut se frayer son chemin parmi les innombrables autrui significatifs, comme on dit en sociologie, qui nous composent. Et la peau, justement, c'est l'instance frontière, mais c'est une frontière poreuse, fluide, qui fait qu'il y a ce va-et-vient entre la protection de soi et puis en même temps l'ouverture à l'autre. Et c'est en cela, d'ailleurs, sans doute, que la langue française est si riche en termes métaphoriques pour désigner la qualité de contact que nous avons avec le monde, c'est-à-dire la qualité de tactilité, mais en même temps de relation que nous avons avec le monde. Le tout, c'est de trouver évidemment la bonne distance, d'ailleurs, comme disait Didier Anzieux, pour ne pas être dévoré par l'autre et ne pas non plus le dévorer soi-même. Alors la peau serait une surface d'inscription aussi de l'absence. C'est-à-dire que sur la peau, il y aurait la trace d'une absence. Peut-être même qu'on pourrait dire que la peau est elle-même la trace d'une absence, Oui. qu'on n'a même pas besoin de l'inscrire sur la peau en plus. Oui. Alors parfois on en a besoin, mais oui, cette inscription pour moi c'est très important, et comme vous le soulignez, je ne serais pas non plus d'avis d'opposer si nettement, et je pense que vous non plus au fond, si nettement le corps et la parole, comme si l'un pouvait prendre le relais de l'autre, hein, ou l'un pouvait prendre le relais de la défaillance de l'autre. Au contraire, là, l'idée, c'était pour moi d'essayer de nommer peut-être aussi, mais ce que pourrait être une forme d'écriture. Et cette écriture, finalement, c'est... vous parliez de géographie, j'ai beaucoup aimé ça dans la première partie. Je parle de topographie, mais enfin, en tout cas, d'inscription concrète, matérielle,
que ce soit dans un mot, dans un signifiant ou sur un morceau de chair, mais d'une inscription matérielle, graphique, de cette discrétion, comme dirait Jean-Luc Nancy. J'aime beaucoup ce terme-là, de la manière dont il enchante ce mot-là. C'est discret, c'est-à-dire que ce n'est pas continu. Donc il y a de la discrétion. Et on y entend évidemment le discontinu, mais aussi la pudeur. Et donc voilà. Et en fait, ça vient de ce que je le chicane pour une phrase qui est de ce livre, et qui est le recours au corps marque, c'est ce que je disais tout à l'heure, la défaillance de la parole et de la pensée. Non, oui, j'ai lu cette phrase-là aussi. Cette phrase-là ne passe pas pour moi. Le recours au corps, c'est pas la défaillance du corps et de la pensée, c'est la parole et la pensée et le recours au corps. Absolument. Non, là, je suis d'accord, c'est une prise de relais, de toute façon, le corps. Mais parce que, en fait, dans mon travail, je n'ai jamais opposé le corps et le langage, parce que le corps, pour moi, est totalement sens. C'est le principe même d'une anthropologie du corps, sinon il n'y aurait pas d'anthropologie. On est dans l'univers du symbolique, mais avec des modalités qui sont évidemment différentes. Notre corps n'exprime pas du sens de la même manière que la parole. Mais parfois, la parole est insuffisante en elle-même, le langage, en tous les cas, est insuffisant en lui-même pour se débarrasser d'une part, en tous les cas, de sa détresse. Moi, ça m'a frappé par rapport à des témoignages que j'ai entendus autour de l'inceste, où on a beau répéter 1000 fois le drame, ça ne suffit pas. Et le recours au corps, à ce moment-là, est beaucoup plus puissant, parce qu'il permet le soulagement. Il permet de faire sortir de soi cette horreur qui est enfermée en soi. Mais, provisoirement, bien au fond, est-ce que cette question de la place du corps par rapport au langage et par rapport à la pensée n'est pas totalement inconsciente chez celui qui remplace? Je veux dire, il ne sait pas qu'il remplace son absence de mots par son corps. Oui, oui. Ah oui, non, mais ça, moi j'ai toujours pris en compte évidemment la leçon de Freud, de la psychanalyse, et j'ai toujours cheminé aussi avec des gens comme Didier Anzieux ou autres, sans être un psychanalyste. Je ne fais pas du tout une espèce de sociologie psychanalytique, mais je sais qu'il y a une immense part de nous-mêmes qui nous échappe. J'aime bien parfois utiliser le terme insu plutôt que le terme inconscient, qui rebondit finalement. L'inconscient qui serait davantage du côté de la psychanalyse. L'insu, c'est qu'il y a quelque chose qui est intuitif, qui est plus ou moins connu du jeune, notamment si on parle des scarifications, mais en même temps auquel il n'a pas accès d'emblée. Mais par contre, si on parle par exemple avec lui, il dira oui, en effet, c'est pour ça que je fais ça, etc., etc. Donc il y a l'insu et l'inconscient qui n'ont pas tout à fait le même statut de mon point de vue. Quand vous dites il y a quelque chose d'intuitif, je dirais que cet insu inconscient, pour moi c'est des choses très proches justement. C'est un terme que j'aime beaucoup, cet insu. Il y a quelque chose dans cette intuition, comme vous la nommez, qui montre aussi la nécessité parfois, l'exigence. Je ne peux pas ne pas. Absolument. Il y a quelque chose qui est là, très très fort, et qui est à entendre, et là je pense que nos travaux se rejoignent, qui est à entendre comme ce que Freud a appelé, et qu'on doit continuer à entendre, je pense, de manière contemporaine, cette tentative de guérison. Oui, absolument. Et non pas comme une tentative de destruction. Et peut-être que parfois les deux s'entremêlent très étonnamment pour une personne qui est là à assister à quelque chose quand même qui ressemble et qui risque de détruire le sujet, le corps, etc. Ça peut aller très très loin. Dans le livre, je parle d'anorexie. On sait à quel point les jeunes filles ou les jeunes garçons, ou moins jeunes d'ailleurs, peuvent mourir par cette exigence-là. Et toutefois, malgré le risque ou avec le risque, c'est quand même une tentative de guérison. C'est-à-dire une tentative de survivre versus quelque chose qui est un état strictement invivable. Je ne pense pas que ce soit une douleur contre une autre, mais vraiment la notion de survie pour moi à cet endroit-là est vraiment très très importante. Je sais que vous l'utilisez aussi, je l'emprunte à Derrida, mais bon, il y a cette poussée-là qui rend la chose, quand on entend les personnes en parler, on entend quelque chose que vous nommez comme une intuition. Mais cette intuition, c'est pas juste comme ça, j'ai eu envie de... Ça s'est imposé à moi avec la nécessité de la survie. Et donc, à recevoir comme ça aussi, la question c'est est-ce qu'on peut, si on parle d'écriture, est-ce qu'on peut traduire ce mécanisme de survie qui peut être extraordinairement destructeur, le traduire en quelque chose qui reste viable. Et c'est tout l'enjeu aussi de ce que j'essaye de faire dans ce livre. Alors elle a utilisé un mot tout à l'heure, qui est le mot vacillation, qui moi me fascine, pour dire au fond l'état du sujet, d'une certaine façon, avec sa peau. L'état du sujet
en train de recevoir quelque chose, ou en train de ne pas recevoir quelque chose. Bon, c'est-à-dire, il y a de l'absence, et en même temps, il y a de la présence. Et ça vacille, ça bouge. Et en vacillant, on est au bord, à la fois au bord du corps, au bord du sens, et au bord de la parole. Et je crois que c'est ça, c'est de trouver des concepts qui rendent compte, je dirais presque, de ce trembler. Oui. Ben là, ça apparaît évidemment quand le soutien manque, le fameux holding là, de Winnicott, qui est un autre immense... Attendez, il faut expliquer ce que c'est. Ah, le holding, c'est le sentiment d'être soutenu, et puis d'être contenu aussi. Là, le contenu, c'est un autre concept. Et là, donc, Winnicott donc il nous explique que nous avons la nécessité... Un enfant, par exemple, il a la nécessité d'être soutenu dans la confiance et dans l'amour de sa mère, etc. Et on pourrait dire, évidemment, mais un peu dans l'esprit de Winnicott, que la culture, nos relations sociales sont ces formes de soutien. Et à un moment donné, quand on est en souffrance, mais dans les deux sens du terme, quand on est aussi comme une lettre en souffrance quelque part, quand on ne sait plus où on en est, quand on est dans ces situations de liminalité, il y a cette absence justement de soutien. Et on ne sait plus où on en est, et on s'agrippe à ce moment-là à son corps, avec l'anorexie, avec la vitesse sur les routes, ou l'alcool, ou la drogue, ou d'autres choses de cet ordre-là, ou les attaques au corps, pour rester là. S'agripper à son corps, comme je dis souvent, pour ne pas disparaître. C'est même pas ne pas mourir, mais c'est pour ne pas disparaître. Même pas ne pas disparaître, c'est pour ne pas vivre un sentiment de démantèlement. Parce que je pense que la disparition de soi, elle est présente beaucoup dans les conduites à risque de nos jeunes. Mais c'est la peur de quelque chose de plus épouvantable encore que de ne plus être là, quoi. Quelque chose d'innommable, qui serait terrible. Donc il y a un prix à payer, qui est de s'entailler, de se priver de nourriture. De se couper, dans le sens se couper de la fusion, de ce holding parfois, qui peut être aussi, extraordinairement important, mais c'est très winnicottien aussi de dire, la mère paradigmatiquement va faire ce holding, mais il faut qu'elle soit juste suffisamment bonne, c'est-à-dire pas parfaite, pas trop, et pas tout, comme j'aime à le dire en m'appuyant sur Jacques Lacan. Si elle est tout, alors on étouffe, on est phagocyté, on est en fusion, et donc là il y a absence d'absence, et c'est pas vivable. Là on disparaît. Lévinas parle de l'extinction du sujet, je trouve ça très beau, très. Et comment on répond à ça ? La personne elle-même va avoir ses tentatives de réponses, et on peut aussi l'accompagner pour que ces réponses soient les plus viables, y compris s'il y a des éléments que nous on va considérer comme de la destruction. On n'est pas là pour en juger, on est peut-être là aussi pour que ça et là, en face de ça, vous expliquez dans votre livre qu'au fond, on écrit pour circonscrire la nuit. On écrit d'une certaine façon pour au bord de la nuit, comme le corps parle au bord des larmes. Et c'est au bord des larmes qu'il parle. Je trouve ça formidable. C'est-à-dire que c'est cette frontière, c'est ce bord qui nous permet de dire quelque chose qui est absolument fondamental. Oui, peut-être que j'empruntais cette image du bord des larmes à Olivier Grignon qui pense la psychanalyse comme une technique de l'écart. Et je trouve que cette caractérisation de la psychanalyse est parfaite par rapport à tout ce qu'on est en train de dire là. C'est-à-dire une pratique de la singularisation, si je traduis dans les mots que je préfère. Et lui, il parle beaucoup des larmes. Et il me semblait, puisque j'insistais beaucoup avec cette absence contre l'absence d'absence et ce bord-là, et qu'effectivement ça se fait avec l'écriture, ça se fait avec la parole, ça se fait avec la parole peut-être pas, mais avec le langage qui inclut le langage corporel, avec cette marque, et c'est une marque de passage, je tentais ça dans le livre effectivement, peut-être une marque du passage entre ce tout, où il y aurait trop, où il n'y aurait plus personne individuellement, du passage entre ce tout et le pas tout, la singularité, peut-être qu'il y a un seuil et qu'on est là au bord, et parfois au bord des larmes, les larmes portant justement ce passage entre un réel totalisant, suffocant, invivable, et la part du feu, peut-être, vous diriez-vous, ce passage-là. Oui, j'entends bien. Mais voilà, moi j'aimais bien, il y a quelque chose de très
de très audible, je crois, de cette « on est au bord des larmes ». Effectivement, ce sont des expressions en français qui nous parlent beaucoup. Peut-être qu'elles disent quelque chose de fondamental, qui est ce passage à la singularisation, qui ne se fait pas tout seul. Voilà, ça frotte. Et c'est toujours à refaire, et encore. Vous parliez d'inconsolable, hein, et effectivement, peut-être que là, il y a de l'inconsolable. Dans ce sens-là, c'est qu'on n'en a jamais fini, en fait, avec ce holding, pour reprendre votre terme et le terme de Winnicott. On n'en a jamais fini avec cette singularisation. Elle est toujours encore à vaciller, à reprendre, à retisser, à retextualiser, peut-être, on pourrait dire. Et cette peau, on la prend pour acquise, mais elle ne l'est aucunement. Non. Et ce travail-là, il se fait au bord, et parfois au bord des larmes. Oui. Alors ça, c'est parce que le corps n'est pas seulement un objet empirique, et c'est ce qu'elle dit, et ce qui me paraît vraiment essentiel, mais il a aussi une fonction ontologique. Il est notre présence au monde. Voilà, il est notre présence au monde, c'est notre singularité, et donc cette singularité-là, elle est en train de vaciller, elle est en train de trembler, et en tremblant, elle s'affirme, et elle existe, elle permet que je puisse la saisir, mais elle ne fait pas que permettre, elle manifeste mon existence. Oui. C'est ça qui est essentiel, finalement. Oui. Et alors cette existence, je voudrais y revenir parce que c'est à la fois l'existence anonyme de mon corps, l'existence anonyme de ma peau, et en même temps qui laisse une trace, qui est ma trace singulière. Ce qu'il faudrait que vous disiez, c'est comment vous arrivez, un peu différemment, mais très proche de David Le Breton, à articuler cet anonymat du corps et cette singularité du corps. Oui, là, je pense que vous faites référence à Maurice Merleau-Ponty. Bien sûr. Parce qu'en fait, vous êtes une husserlienne marquée par Merleau-Ponty. Je dirais pas ça, mais disons que non, je ne m'approprierai absolument pas le titre d'husserlienne. J'ai trop de respect pour ça. Par contre, j'ai travaillé longtemps et je travaille encore avec la phénoménologie. Alors peut-être il faut dire ce que c'est la phénoménologie, parce qu'il y a des gens qui peuvent s'arrêter là avec ce gros mot. C'est un très très gros mot. Et évidemment, c'est déjà faire de la philosophie que d'essayer de définir un terme comme ça. Mais comment le dire simplement, par rapport au thème de l'absence et de la présence, la phénoménologie, elle va être beaucoup plus du côté de la présence, d'une recherche de présence et d'un appui sur la présence. Donc il y aurait une présence, disons, originaire, qui serait constitutive du mode de présence des différentes choses, des différents êtres, etc., des différents sujets. Et du coup, moi, j'ai été obligée d'interroger ce point de départ-là pour y faire entendre quelque chose de l'ordre de l'absence. Là où Merleau-Ponty est précieux, je m'en démarque beaucoup, mais il reste incontournable, je pense. C'est justement parce que il va décrire, je pense, très puissamment et de manière très aboutie, ce qu'on appelait ou ce que j'appelais ce tout. Il a cette très 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 jolie métaphore de dire que l'algue, c'est une concrétion de la mer. Et donc il faut retourner au large. Ce serait un peu ça la visée, si je métaphorise un peu. D'ailleurs, ce sont ses métaphores à lui. Et donc, il y a quelque chose pour lui d'une visée de surtout ne pas perdre le large, surtout ne pas s'arrêter aux concrétions, surtout ne pas prendre l'algue pour elle-même comme étant complètement individuée et existant pour elle-même. Elle n'est qu'une concrétion du large de la mer, de l'océan. Ce que j'essaye de faire en dialogue avec Merleau-Ponty, en dialogue avec la phénoménologie d'une manière générale, c'est de faire entendre à quel point ce large, cette mer, peut-être avec les deux orthographes, risque justement d'être trop et non pas suffisamment bonne, pour reprendre un peu ce qu'on disait juste avant. Et on a besoin de cette vacillation. On ne peut pas viser le large, c'est un peu le cap au pire. Et ça serait ce que Merleau-Ponty mentionne, lui, et travaille en permanence, c'est ce germe de dépersonnalisation.
Et donc lui, il y a quelque chose comme, presque il va venir nous enchanter, cette dépersonnalisation, retrouver l'anonyme du corps, retrouver une intercorporéité qui soit pas mon corps, votre corps et le mien, mais le point de rassemblement de ces corps dans un corps primordial. Ça, c'est ce qu'il va rechercher. Moi, je m'en méfie beaucoup, justement, de ce corps primordial, parce qu'il n'y a plus de singularité à cet endroit-là. Et dans mon travail, à la fois philosophique et en tant que psychanalyste, j'entends et se manifeste à moi à quel point cette dépersonnalisation, parfois seulement en germe, mais parfois ça va beaucoup plus loin, à quel point ça peut être destructeur, à quel point ça peut aller jusqu'à une extinction du sujet. Et donc là, on a besoin d'une autre philosophie, je pense, que celle de Merleau-Ponty, pour répondre à ça et pour se souvenir que l'algue, c'est pas mal aussi, qu'on n'a pas que le large. Voilà. Il y a un mot que vous n'avez pas utilisé et qu'on utilise très souvent quand on parle de phénoménologie, c'est le mot apparence. Or, en fait, ce que vous montrez dans votre livre, me semble-t-il, c'est que derrière l'apparence, il y a l'essence du phénomène, il y a ce qui est fondamental, et c'est dans ce lien entre l'apparence et l'essence que on voit apparaître la singularité. C'est-à-dire que la singularité, c'est ce passage d'une apparence à quelque chose qui est l'essence. Et je crois que ce qu'il y a chez Merleau-Ponty, c'est quelque chose de cet ordre que vous avez, au fond, presque généralisé. Moi, je ne sais pas si je réussirai à le dire comme ça, si vous me permettez. Un des outils qui m'importe énormément et qui est l'outil premier, je dirais, de la phénoménologie, ce sans quoi elle ne serait pas phénoménologie, c'est ce qu'elle a appelé, ou ce qu'elle a exporté comme époquée, suspension. Par contre, donc suspension, ça va être la suspension de l'évidence, des apparences, ne pas se fier aux évidences, on parlait d'intuition tout à l'heure, ne pas s'y fier et interroger et essayer de retrouver le fondement. Ce que fait la phénoménologie d'une manière générale avec cette suspension, c'est de chercher à atteindre une origine, un originaire, un corps originaire ou la mère originaire, etc. Et ça, c'est quelque chose aussi dont je me méfie beaucoup. Et donc, je me suis permise d'arrêter le geste phénoménologique au ras de son tout premier geste, qui est d'abord la suspension, et d'en rester là et de voir ce qui se passe. Alors, on pourrait me dire que si on suspend comme ça, c'est pas viable là non plus. On ne peut pas rester suspendu sans la moindre évidence, sans la moindre apparence fiable. On manquerait de holding peut-être, de confiance dans le monde. En revanche, ce que je réponds à ça, c'est qu'il existe une pratique de fait qui pratique la suspension et qui est en ce sens-là étonnamment proche d'une pratique phénoménologique qui se trouve être la psychanalyse, pas dans ses concepts, etc., mais dans sa pratique, vraiment. Mais alors, est-ce que ce mouvement phénoménologique que vous êtes en train de nous décrire est susceptible de s'adapter à la peau? Et de quelle façon? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut s'arrêter dans la prise en compte de la peau? Oui, alors du coup, ça m'est difficile vraiment de répondre à cette question. La suspension telle que j'essaye de la pratiquer et de la penser, ce serait Lacan dirait ne commencez pas par croire comprendre. Ces trois verbes-là en même temps. Et ben, ce serait un peu ça, appliqué à la peau ou appliqué à n'importe quoi. Ce serait ne pas commencer par croire qu'on comprend ce que c'est que la peau. Que toujours déjà on se dit cette peau elle est acquise. On sait que l'individu est un individu, que cette singularité est singulière pour moi comme elle l'est pour elle. Ben, en fait, la plupart du temps on est détrompé. Et donc pratiquer cette suspension-là, j'aime bien parler d'écoute suspensive, parce que justement on suspend le toujours déjà compris. Quand une personne me dit je suis mal dans ma peau, quand une personne me dit j'ai l'autre dans la peau, la première chose que j'entends, c'est que je n'entends pas exactement ce que ça veut dire. Parce que je suspends ce que moi je comprendrais, ou ce qu'on comprendrait de manière intuitive, ou ce qui serait véhiculé par les discours dominants, sociaux, normatifs, etc., pour me demander et pour demander à la personne, souvent je le fais, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que vous voulez dire, justement pour entendre ce qui vient
de la personne, et non pas ce que j'ai toujours déjà commencé par comprendre. Alors, pour moi, ça définirait un peu l'anthropologie, de toute façon, évidemment, c'est-à-dire cette recherche à la fois du singulier et de l'universel, à travers le dépaysement, justement, des évidences. Comme disait Edmond Jabès, d'ailleurs, au cœur de l'évidence, il y a le vide, quand on entoure. Et je pense que c'est là que commence sans doute la phénoménologie, mais en tous les cas, de façon plus dans le grand large, l'anthropologie, qui ne se préoccupe pas de la question des origines, mais qui cherche plutôt à comprendre l'extrême variation des sociétés humaines, et l'extrême variation de la peau d'un lieu du monde à un autre, d'une époque à une autre, etc. Donc on est bien quand même dans une recherche du singulier et de l'universel. Voilà. On pourrait dire du singulier et de la structure qui organise ces singularités au pluriel, mais je sais que le mot structure oui, est surchargé. Voilà, c'est pour ça que je préfère ne pas l'employer. Ou bien le réemployer en dehors de son contexte, le dépoussiérer. Merci à tous les deux. Alors je rappelle que le livre de Dorothée Legrand s'appelle « Écrire l'absence », au bord de la nuit, et c'est publié chez Hermann. Et puis, il y a beaucoup de livres de David Le Breton, mais pour cette émission, vraiment, je conseille La peau et la trace sur les blessures de soi aux éditions Métellier. Merci. Merci Antoine. Dans les profondeurs de la peau, 3e partie, notre grand témoin est Serge Tisseron. Merci Serge Tisseron d'être avec nous. Vous êtes psychiatre, membre de l'Académie des technologies, du Conseil scientifique du numérique, responsable d'un diplôme de cyberpsychologie, et vous avez publié un très grand nombre de livres, Le déni ou la fatigue de l'aveuglement chez Albin Michel, Vivre dans les nouveaux mondes virtuels, concilier empathique et numérique chez Duno, et puis on peut dire au cœur du jeu social, l'empathie au cœur du jeu social, et puis ces livres. Je voudrais d'une certaine façon commencer par ça, pour parler de la peau, parce qu'il y a la honte, psychanalyse d'un lien social, et puis il y a l'intimité surexposée. Et alors, vous nous avez dit, et c'est assez étonnant, j'ai lu donc, concernant votre biographie, votre père, huguenot, provincial, rigide, votre mère, catholique, qui suscitait un peu de terreur et de honte. Et pourquoi de honte? Parce qu'elle a été jusqu'à un contact érotique, sexuel, assez étonnant. Je dirais des câlins avec sa main pour se masturber d'une certaine façon. Et cette histoire personnelle, très curieusement, rejoint l'histoire personnelle de Didier Anzieux, dont on parlait tout à l'heure. Didier Anzieux qui a écrit Le Moi Peau. Et au fond, on a l'impression qu'on a deux personnes qui sont assez proches, que vous avez hérité d'Anzieux, et en même temps que votre biographie a été marquée par quelque chose du même genre, avec, au fond, ce moment de la mère qui a changé beaucoup de choses, qui a marqué de honte quelque chose de votre biographie, et à partir de là, qui vous a amené à assumer l'héritage d'Anzieux, avec qui vous avez fait votre thèse. Oui, en effet, j'ai fait ma thèse de doctorat en psycho avec Didier Anzieux, d'ailleurs sur un sujet qui recoupe tout ce qu'on vient de dire, puisque mon sujet de thèse, c'était qu'est-ce qui se passe lorsque un crayon que nous tenons dans notre main touche le papier sur lequel nous voulons laisser une trace. Et puis, comment on peut utiliser d'autres instruments d'inscription. Donc, vous voyez cette rencontre, le moment où une surface réceptrice est marquée par ce qui la touche. Mais j'ai fait aussi une longue analyse avec lui, et là, en effet, on s'est rencontrés autour de difficultés que nous avions connues l'un et l'autre avec notre mère, puisque nos deux mères étaient très différentes l'une de l'autre, mais elles avaient quand même un point commun, c'est que la sienne, comme la mienne, ont fait alterner, quand nous étions tout petits, des moments d'extrême froideur et des moments brûlants, des moments d'extrême proximité. Et vous savez, quand on est soumis en quelque sorte à cet accordéon, soit il y a plus de distance, soit au contraire il y a une distance infinie, on n'arrive pas à se construire une peau, qui protège, qui permet d'entrer en contact avec l'autre sans se sentir menacé. Et donc Didier Anzieux avait justement travaillé ces choses-là par rapport à sa propre histoire. Il avait conçu une manière de travailler avec des patients qui avaient vécu ça, comme lui, différente des modèles analytiques habituels. D'ailleurs, il s'est fait attaquer un petit peu là-dessus, avant qu'on reconnaisse qu'en effet, beaucoup de gens bénéficient de cette approche, et j'en ai bénéficié moi-même.
Alors, Antoine évoquait le moi-pot. Est-ce qu'on peut le définir rapidement Oui. pour nos téléspectateurs? Ce serait bien. Oui, bien sûr. Alors, pour comprendre l'approche du moi-pot par Didier Anzieux, il faut se représenter 3 poupées gigognes. Voilà, mais on peut les emboîter dans un sens ou dans un autre. L'important, c'est qu'il y a en effet 3 aspects de cette approche. D'abord, le moi-pot proprement dit, c'est l'idée que nous avons un moi. Alors, c'est quoi un moi? Un moi, c'est ce que je connais de moi. Par exemple, je me regarde dans la glace, je me trouve gros. Peut-être tout le monde me trouve maigre, mais moi, je me trouve gros. Donc, dans ma représentation de moi-même, c'est ça. Et puis, par exemple, je me perçois comme généreux, ou je me perçois comme timide. Peut-être que les autres n'ont pas du tout cette opinion de moi. Donc, mon moi, c'est la manière dont je me représente moi-même. Mais ce moi, il faut bien comprendre qu'il est constamment agressé par des jugements d'autrui dans lesquels je peux ne pas du tout me reconnaître. Et puis, il est agressé aussi par certaines parties de ma personnalité auxquelles je n'ai pas fait une place dans mon moi. Par exemple, j'ai beaucoup de colère, beaucoup de rage, mais si on m'en parle, je dis non, moi, pas du tout. Je suis au contraire toujours très calme. On me dira, ah, mais pourquoi tu t'énerves? Je ne m'énerve pas, je suis toujours très calme. Donc, mon moi, il est enveloppé d'une coque qui est l'équivalent de la peau. C'est-à-dire que cette peau, elle doit à la fois laisser passer un petit peu de l'information, mais pas trop. Elle régule. Et elle régule, la peau du moi, pour Didier Anzieux, régule exactement comme notre peau physique, régule notre corps, c'est-à-dire les échanges thermiques, les échanges sensoriels. Elle contient, elle protège des chocs, c'est une surface d'inscription, elle reçoit des traces, voilà. Donc ça, c'est le moi peau. Vous voyez, le moi pensé comme un corps enveloppé par une peau. Alors, deuxième poupée emboîtée, Anzieux va travailler sur la relation mère-bébé. Oui, c'est ça. Et il va montrer que cette enveloppe du moi, eh bien, elle se constitue dans le contact peau à peau entre la mère et le bébé. C'est-à-dire le bébé, parce qu'il est constamment confronté à la peau de sa mère, construit sa propre peau dans ce contact, et puis la construction de cette peau, elle fait intervenir tous les sens, ça a été dit aussi tout à l'heure, et Anzieux insiste beaucoup sur le regard de la mère, l'intonation de la voix de la mère, la chaleur de la mère, l'odeur de la mère, et tout ça permet que le moi-peau se constitue. C'est la deuxième poupée gigogne en quelque sorte. Et la troisième, c'est ce que j'évoquais il y a quelques minutes, c'est l'idée qu'Anzieux va appliquer cela au traitement de patients qui ont eu des mères détraquées, on pourrait dire, hein, ou en grande souffrance, voilà. Et donc Didier Anzieux va dire, mais voilà, il faut que dans la cure, le psychanalyste soit capable de reproduire ce contact peau à peau sécurisant d'une mère et son bébé, de manière à donner petit à petit au patient une peau. Et alors comment est-ce que le psychanalyste va faire? Il va utiliser toutes les modalités sensorielles, c'est-à-dire il va travailler sur le regard, sur la voix, sur la posture, de manière à ce que petit à petit le patient se sente contenu, entouré, porté, sur le modèle de Winnicott, le handling, le holding, et de manière à ce que petit à petit le patient constitue cette peau. Et quand cette peau est constituée, le patient peut affronter des problèmes que jusque-là il n'aurait pas pu affronter. Vous voyez, c'est la condition première de pouvoir faire une psychanalyse au sens traditionnel, c'est d'abord d'avoir cette peau. Au fond, cette idée, c'est que on est étayé, on est soutenu par l'existence de cette peau psychique. Peau psychique, que finalement la mère développe, oui. permet de développer, oui. Et quand elle n'est pas là, il faut trouver au fond un succédané, quelque chose qui remplace la mère d'une certaine façon, ou qui remplace ce que la mère n'a pas fait. Exactement, et donc c'est là que peuvent intervenir des pratiques particulières par exemple, des gens qui ont toujours froid, qui s'entourent d'un grand nombre de vêtements. Ou des gens qui se font mal, on l'a évoqué tout à l'heure, pour se sentir leur enveloppe exister. Ça peut être des gens aussi. Tout à l'heure, là. Voilà, ça peut être d'ailleurs des gens aussi qui se soumettent à des froids extrêmes ou à des chaleurs extrêmes parce qu'au moins ils sentent leur enveloppe. Et mieux ils sentent leur enveloppe physique, mieux ça peut participer à la construction de leur enveloppe psychique. Avec tout un problème de régulation de l'excitation, parce que quand on a une mer alternativement glacée et brûlante, on ne sait pas réguler les excitations, et donc ça a été bien évoqué, le fait de se scarifier, en effet, comme une manière de tenter d'apaiser la souffrance, mais c'est aussi, je pense, fondamentalement une manière d'essayer de réguler les excitations. Vous savez, les adolescents, souvent, ils se sentent
envahis d'excitation, il y en a trop, donc il faut les évacuer, les scarifications, puis il y a des moments où ils se sentent morts intérieurement, et surtout s'ils sont coupés de leur groupe, on l'a vu pendant le confinement, être coupé de ses potes, c'est l'horreur pour un ado, c'est l'effondrement intérieur, et donc là on peut se scarifier pour la raison opposée, faire remonter le niveau d'excitation, et ça c'est, vous voyez, les fonctions de régulation de la peau, que normalement elle arrive à accomplir, sauf si on n'a pas eu dans la petite enfance ce bon contact. Alors là, ça me fait, ce qu'on vient de dire, ce que vous venez de dire, me fait penser à cette expérience terrible qu'avait faite Frédéric de Hohenstaufen au XIIIe siècle, cet empereur qui avait mis des bébés comme ça dans un endroit ici, qui avait interdit, parce qu'il voulait comprendre quel était le langage universel qu'ils parleraient si on ne leur inculquait pas un certain langage. Et puis, il leur avait interdit aussi, c'est là que c'est intéressant, tout contact, les bébés n'étaient pas cajolés, n'étaient pas aimés et ne pouvaient pas construire justement leur mois-peau. Et ça a été catastrophique. C'est-à-dire qu'il y a des bébés qui sont morts, voilà, ils sont tous morts. Ça a été une expérience terrible, c'était au XIIIe siècle. Et ça a marqué, vous voyez, la preuve c'est qu'on en parle aujourd'hui. Voilà. Mais vous avez beaucoup insisté dans votre œuvre sur la nécessité du contact avec d'autres de la même espèce, pour au fond nous socialiser et au fond pour achever peut-être cette construction du moi-peau. Oui, c'est le rôle de nos groupes, de communautés, à commencer par le rôle de la famille. La famille, normalement, c'est un endroit où on se sent sécurisé. Et même on peut élargir à la maison, le fait d'avoir une maison avec une porte qui ferme. Il n'y a pas toujours eu des portes qui ferment dans l'histoire. Il y a une époque, il n'y avait pas de serrure, voilà, il n'y avait pas de verrou. Donc aujourd'hui, la maison, la pièce dans laquelle on travaille, c'est des endroits qui contribuent aussi à la construction de notre peau. Pouvoir s'approprier un espace. D'ailleurs, les gens qui emménagent dans un nouvel appartement, la première chose qu'ils font, c'est de mettre des affiches au mur, changer peut-être le papier peint ou la moquette, mettre leurs meubles. Ils l'habitent. Ils l'habitent. Et là, ils se sentent dans un espace protégé qui va contribuer à la construction de leur peau psychique. Donc, vous voyez, on n'en a jamais fini, en fait. Et c'est pour ça que on a tous besoin d'avoir des zones de sécurité. C'est ce qu'on voit aussi d'ailleurs, vous savez, dans le développement des jeunes enfants, mais aussi dans le développement des jeunes animaux, des mammifères. C'est-à-dire que le tout petit, dès qu'il commence à pouvoir s'éloigner, il fait des allers-retours. C'est-à-dire il commence à explorer un peu le monde, et puis qu'il soit humain ou animal, il voit des choses inattendues qu'il ne connaît pas. Vite, il revient se coller à la mère. Et puis quand il a repris sa sécurité, c'est-à-dire quand il a reconstitué le sentiment de cette continuité intérieure, de cette peau psychique, hop, il s'éloigne encore, il explore, puis s'il trouve de l'inconnu, pouf, il revient se coller. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui vous a influencé, c'est Winnicott, on peut dire, parce que la pulsion d'attachement chez vous est quand même très forte, et Winnicott avait décrit cette pulsion d'attachement. Et cette pulsion d'attachement chez Winnicott, ça passe par l'objet transitionnel, souvent. C'est-à-dire par la possibilité d'avoir un objet qui vous permet de vous attacher à quelqu'un, à un lieu, et d'être absolument essentiel. Or, donc le contact, je dirais, de l'objet transitionnel sur la peau a une très grande importance. Tout à fait. D'ailleurs, la méthode psychanalytique qu'Anzieu a mise au point, il l'appelait la psychanalyse transitionnelle, pour insister justement sur le fait que le psychanalyste devait être l'objet transitionnel du patient. Alors, c'est quoi un objet transitionnel? Souvent, c'est compris de travers. Donc, c'est chez le jeune enfant, quand il commence à vouloir contrôler le monde, il voudrait que sa mère soit toujours là où il veut et qu'elle soit toujours comme il veut. Mais la maman, elle a d'autres préoccupations, donc elle n'est pas toujours là où il veut, quand il veut et comme il veut. Et donc, du coup, il va élire un objet, qui peut être un bout de chiffon, une poupée, une peluche, et il va faire en sorte que cette peluche, cet objet, soit toujours là, où il veut, comme il veut, quand il veut. Et donc, il va se consoler du fait que la mère mène sa vie, qu'elle n'est pas toujours accessible. Et la psychanalyse traditionnelle, c'est l'idée que le psychanalyste, en effet, il va jouer ce rôle, c'est-à-dire qu'il va accepter d'endosser les rôles que le patient veut lui faire jouer, mais tout évidemment en les commentant, en parlant, voilà. Mais il va permettre au patient de le manipuler. Vous savez, on dit beaucoup de mal de la manipulation, mais c'est important qu'un psychanalyste se laisse manipuler, parce que par certains patients,
pas les pervers bien sûr, par les patients qui n'ont pas bénéficié d'un entourage suffisamment favorisant suffisamment le développement quand ils étaient tout petits, donc accepter de se laisser manipuler, en effet, dans une logique d'attachement, mais dans une logique d'attachement, vous voyez, structurante, c'est-à-dire qu'on s'attache le temps nécessaire pour construire sa vie psychique personnelle, de telle façon qu'après on puisse se détacher. Et après on s'attache à d'autres personnes, mais autrement. Alors vous, Serge Tisseron, vous nous avez beaucoup appris sur la critique de l'hospitalisme et sur, au fond, la prise en compte des soins affectifs. Il y a souvent une carence de soins affectifs et on croit que la structure hospitalière et, au fond, le soin, matériellement parlant, est suffisant pour faire progresser quelqu'un qui est en difficulté, qui est éventuellement malade. Et vous nous montrez que ce qui est absolument essentiel, c'est finalement l'affectif. Et l'affectif passe par la peau. Oui. C'est-à-dire que c'est le contact des peaux, c'est la caresse. Oui. On n'a pas parlé beaucoup jusqu'ici de la caresse. Et je voudrais vous entendre sur la caresse. Oui. Alors, on a parlé du tact, qui est forcément lié, mais pas la caresse, c'est vrai. Justement, dans ma thèse sur le crayon qui touche le papier, il y avait un tas de choses sur la caresse, parce qu'on peut caresser le papier. Vous savez, les enfants, d'ailleurs, souvent font ça. Ils dessinent minutieusement et tout, et puis après, ils percent le papier. Des fois, ils commencent par percer le papier et à le caresser après. Vous voyez, l'alternance de l'effraction et de la caresse. Alors, autour de l'importance de ce lien affectif, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne se joue pas en termes de quantité. C'est les gens qui ont eu beaucoup plus de proximité ne sont pas ceux qui vont forcément le mieux. Ce qui est important, c'est que ça soit adapté à vos attentes. Voilà. Et donc, pour le tout petit bébé, il y a des moments où il va avoir envie d'être éloigné, il y a des moments où il va avoir envie d'être très proche. Et c'est la disponibilité de la mère, parce qu'en général, c'est les mères qui s'occupent des bébés, mais ça pourrait être les pères tout autant, hein, mais culturellement, c'est plutôt les mères. Et donc, c'est la proximité, c'est la capacité de la mère à comprendre comment dire, à trouver la juste adéquation entre les attentes de l'enfant et ce qu'elle lui apporte. Ce qui avait justement manqué de la part de ma mère de Anzieux et de la part de ma propre mère. Vous voyez, c'est en termes qualitatifs qu'il faut le penser, pas en termes quantitatifs. Une juste adéquation aux attentes. Est-ce que de ce point de vue, la pénétration est mauvaise ? Désolé de venir dans ce détail. Non, mais c'est vrai. Non, mais est-ce que, pour l'enfant, j'entends, que l'enfant soit associé à un geste de pénétration ? Alors, à quoi vous pensez comme pénétration chez l'enfant ? Eh bien, là, par exemple, quand vous caressez le sexe de votre mère, par exemple. Oui, alors il y a ça, puis il y a aussi quand même toutes les pratiques de lavement qu'imposent certaines mères à leurs bébés. Et le problème d'un certain nombre de mères, c'est de ne pas très bien savoir jusqu'où elles doivent contrôler leur enfant et jusqu'où elles doivent le laisser mener mener sa vie. Et donc, oui, tout acte de pénétration et peut entraîner ce qu'on appelle un stress traumatique, parce que si vous vous représentez le moi comme entouré d'une peau psychique qui s'appuie constamment sur la peau corporelle, si vous avez une effraction dans la peau corporelle, vous pouvez avoir une effraction dans la peau psychique, et ce qu'on appelle le syndrome post-traumatique. Des gens qui ont été victimes d'une effraction corporelle et qui constamment vont avoir des images, des flashs, pas des images construites, mais des flashs de ce qui leur est arrivé au moment où leur corps a été pénétré. Et ces flashs vont les empêcher de dormir, vont nuire à leur vie relationnelle, leur vie sociale, etc. Alors ça explique que vous vous soyez beaucoup intéressé, je dirais, à l'intimité surexposée avec la honte. C'est le titre d'un livre, d'ailleurs. Oui, alors justement, l'intimité surexposée et en même temps la honte. Comment cette honte apparaît, au fond, parce que la peau est le lieu de la honte, non ? Oui, alors la peau témoigne de la honte. Alors la honte, elle entraîne beaucoup aussi de bouleversements intérieurs au corps. Je veux dire, une accélération du rythme cardiaque, modification du rythme respiratoire. Voilà, il peut y avoir beaucoup de choses dans ce qu'on appelle le système sympathique, la réaction au stress. Voilà, parce que la honte, c'est une forme de stress. Mais c'est vrai que on associe souvent la honte à la peau qui rougit. C'est-à-dire que ce qui nous arrive à l'intérieur, nous ne pouvons pas le cacher aux gens qui nous regardent, c'est ça. Et c'est ça la définition de la honte, c'est qu'une personne qui a honte, elle sent que les autres voient qu'elle a honte, et ils pensent que les autres pensent
que si elle a honte, c'est qu'elle a de bonnes raisons d'avoir honte, c'est qu'elle a dû faire un truc pas bien, quoi, un truc glauque, un truc dégueulasse, un truc hors morale. Et donc, du coup, vous voyez, la personne qui éprouve de la honte a une double peine, en quelque sorte. Elle peut éprouver de la honte parce que son corps a subi une effraction, par exemple. Honte pour ce qui lui a été fait, mais son interlocuteur peut toujours penser que si elle rougit, si elle n'est pas bien, si elle de la honte, c'est qu'elle serait coupable de quelque chose. Et il y a toute cette ambiguïté de la honte qui fait qu'elle est évidemment ravageuse. Hein. C'est l'un de mes premiers livres, hein, sur la honte. Oui, et un classique, hein, voilà, psychanalyse du lien social. Voilà, psychanalyse du lien social. D'ailleurs, vous parliez tout à l'heure de l'importance que j'accorde au groupe, aux autres, à la collectivité. C'était, quand j'ai écrit, c'était en 1992, la honte, psychanalyse dans le lien social. Le lien social était loin d'être à la mode encore. Hein, on n'en parlait pas beaucoup, c'est devenu à la mode après. Mais ce sur quoi je voulais insister, c'était qu'on n'a jamais honte tout seul. On a toujours honte au milieu d'un groupe. Et tout se joue dans ce que les autres comprennent de notre honte, nous renvoient de notre honte ou exploitent notre honte. Vous citez Wormser, qui, dans votre livre, qui dit « La honte garde les frontières du soi ». Oui, alors parce que la culpabilité résulte du fait d'avoir agressé autrui. Voilà, c'est toute l'ambiguïté de la honte. C'est que si j'éprouve de la honte, c'est que, et si je pense que d'autres peuvent me faire honte, ça veut dire que je suis en lien avec ma communauté. Ouais. C'est pour ça que j'insiste dans mon bouquin sur le fait que le sentiment de la honte, c'est déjà une façon de sortir de la honte. Parce que c'est penser que les autres peuvent me faire honte, et de penser que les autres peuvent me faire honte, c'est penser que je ne suis pas seul. Alors que la honte la plus ravageuse, c'est lorsque je reste sidéré et sans plus pouvoir penser. Et c'est un état de traumatisme extrême. Et à ce moment-là, les autres n'existent pas. Je me sens totalement abandonné par ma communauté, abandonné à moi-même. Et c'est là qu'on peut se laisser mourir. Là, on est dans la première partie de votre œuvre. Ensuite, vous avez un peu bougé et vous vous êtes intéressé aux effets du numérique et aux effets de la promotion de la société par l'image. Oui. Et je voulais vous demander si la promotion de la société, dans la société, de l'image et du numérique, ont contribué d'une certaine façon à éloigner les effets sur la peau. C'est-à-dire, est-ce que le numérique, est-ce que l'image, que vous avez beaucoup travaillé, ont contribué à ce que quelque chose de très apparent et de très proche, comme la peau, s'éloigne dans le virtuel? Alors, il y a plusieurs réponses possibles à ça. Alors, tout d'abord, dans la période où je travaillais beaucoup avec les outils psychanalytiques, parce que j'ai suivi l'évolution des choses, maintenant je travaille beaucoup plus avec un neuroscientifique, mais à l'époque où je travaillais beaucoup avec les outils psychanalytiques, je ne renie pas du tout d'ailleurs, hein, mais c'est une autre façon de penser les situations, j'ai quand même établi un parallèle entre ce qu'Anzieu avait montré de l'importance mère-bébé, et puis le rôle des images. Parce que les images que nous voyons, elles nous protègent, elles nous servent de parexcitation. Si on vivait de la guerre comme ça, on en serait totalement abasourdi, mais avec un écran, c'est supportable. Donc les images, les écrans, ça sert de parexcitation, ça fait trace, ça fait sens. Hein. Beaucoup d'images peuvent tout d'un coup nous faire comprendre des choses. Les images sont la peau du réel. Exactement. Les images sont la peau de nos mères qui nous ont toujours manqué d'une certaine manière. Voilà. Donc je pense que l'omniprésence des images dans notre société, ça correspond à une nécessité psychique. C'est le fait de pouvoir nous étayer constamment sur quelque chose. Et c'est vrai que les images servent de plus en plus d'étayage à un très grand nombre de gens qui sont sur leur smartphone en permanence, non pas à lire du texte, mais à regarder des images, à se sentir exister, à se sentir contenu par une communauté, faire partie d'une communauté, avoir l'impression de comprendre, de penser, voilà. Et ça fait trace avec nos smartphones, les photos de famille, etc. La question qu'on va se poser, c'est est-ce que c'est un étayage profond? Alors, après, tout dépend comment c'est relayé. On l'a évoqué tout à l'heure. Alors, moi, je suis complètement d'accord avec David Le Breton. Nos chemins sont parallèles, hein, on s'est rejoint là-dessus. Tout part du corps, tout part des sensorialités, et puis il y a les images, et puis il y a le discours verbal. Mais des collègues, moi aussi, j'ai été attaqué par des psychanalystes. Hein, voilà. Il y a pas que David Le Breton. Partagez ce privilège. Voilà, partage ce privilège, parce qu'il y a beaucoup d'écoles en psychanalyse, donc il y en a beaucoup qui m'ont dit non, tu te trompes. J'ai toujours tenu bon. J'ai toujours dit le langage parlé n'est pas supérieur aux symbolisations corporelles. Les symbolisations corporelles ne sont pas une forme de pré-symbolisation, c'est une symbolisation à part entière. Je donne d'ailleurs toujours en
deux mots l'importance des commémorations publiques. C'est pas parce qu'il y a eu beaucoup de textes sur la guerre de 14-18, beaucoup d'images sur la guerre de 14-18 qu'on ne va pas ranimer la femme du soldat inconnu. C'est-à-dire qu'en fait, il faut du corps, il faut des images, il faut du verbal. Voilà. Et les trois sont indispensables. Et aucun ne prend la place de l'autre. Aucun ne prend la place de l'autre. Il faut les trois. Et une symbolisation complète, c'est les trois. Et quand quelqu'un a un discours, mais n'a pas d'image mentale sur la situation, ou même encore que son corps n'en témoigne pas, c'est qu'il n'y a pas de symbolisation, vraiment. C'est du faux semblant, c'est du blabla, voilà, c'est de la poudre aux yeux. Voilà, il faut qu'il y ait les trois absolument. Et c'est pour ça qu'Anzieu avait raison de créer d'abord les conditions pour que cette symbolisation s'installe dans le corps. C'est le corps, la peau, c'est le socle. Et puis après, on construit par-dessus, mais il faut un socle. D'ailleurs, l'expression « sauver sa peau » dit parfaitement bien l'importance vitale de l'enveloppe psychique et corporelle qu'elle est. On ne dit pas sauver son cœur, on dit sauver sa peau. On dit sauver sa peau, parce que notre peau est notre protection. Dès qu'on a une effraction, la maman ou le papa mettent du désinfectant. Donc on sent bien que notre peau nous protège. Et notre enveloppe psychique, c'est la même chose. C'est la force du livre « Le moi peau », c'est montrer que c'est exactement pareil. Alors enfin, Serge Tisseron, vous avez travaillé sur le secret de famille. Oui. Et je voudrais vous en dire un mot parce que j'ai lu ce que vous avez écrit sur le sujet. Et ça me passionne, évidemment, comme beaucoup de gens. Et je me suis dit, au fond, est-ce que le secret de famille se situe aussi dans la peau ? C'est-à-dire, est-ce qu'il se place aussi dans la peau ? Oui, certains secrets, alors ceux qui accaparent tellement le psychisme d'un parent qu'ils ne sont pas disponibles aux attentes de leurs enfants. Donc du coup, l'enfant grandit en ayant l'impression que son parent est ailleurs, et puis l'enfant se demande qu'est-ce qui accapare son parent, et comme tout enfant est un petit explorateur et un petit créateur de théories, l'enfant s'invente une histoire pour essayer de comprendre pourquoi l'un ou l'autre de ses parents ne lui est jamais disponible. Et c'est là que va se créer une situation de secret de famille. Je ne sais jamais ce qui peut accaparer l'esprit de mes parents. Je ne peux pas aller dedans pour le savoir. En revanche, je m'en construis une idée. Et c'est cette idée que je m'en construis qui m'imprègne petit à petit de la conviction que mon parent me cache quelque chose et qu'il y a un secret. Vous savez, le secret, c'est pas forcément quelqu'un qui décide de taire quelque chose, c'est quelqu'un qui est trop peu disponible à ceux qui l'entourent pour que ceux qui l'entourent ne soient pas invités à imaginer que cette personne-là leur cache quelque chose. Et c'est dans l'imagination, c'est le fait qu'il y ait cette imagination qui fonctionne, qui est à la fois créatrice pour l'individu qui est derrière, mais qui est en même temps aliénante dans la mesure où il y a quelque chose dont il est privé. Comme toute théorie, y compris les théories scientifiques, ça vous donne l'impression, ça crée une compréhension, mais en même temps, si vous vous cramponnez à cette compréhension, vous pouvez rater beaucoup d'informations qui pourraient vous amener à la faire évoluer. Donc, quand on a l'impression que nos parents nous cachent quelque chose, c'est important de ne pas en rester à l'idée qu'on s'en fait. C'est pour ça que j'ai toujours dit, quand je travaillais sur le secret de famille, j'ai toujours dit aux parents qui ont l'impression que leurs propres parents leur ont caché quelque chose, de ne pas dire à leurs enfants, tu sais, ton grand-père, ta grand-mère, il est comme ci, comme ça, parce que il te cache telle ou telle chose, je vais t'expliquer. J'ai toujours dit aux parents, de dire, écoute, ton grand-père ou ta grand-mère, ils sont bizarres, je pense qu'ils ont vécu des choses dont ils ne nous ont jamais parlé, mais je ne sais pas exactement quoi, mais je me suis construit une hypothèse, et je vais te l'exposer, mais c'est qu'une hypothèse. Et toi, peut-être, plus tard, tu trouveras d'autres choses. Et c'est exactement d'ailleurs comme ça que fonctionnait Anzieu. Toutes les fois où il proposait une interprétation, il disait pas, voilà, vous faites ci parce que ça. Il disait, ah, j'ai une idée qui me vient, je vais vous la dire parce que, puis vous allez en faire ce que vous voulez. Peut-être elle sert à rien, mais comme elle me vient, je vais vous la dire. Ou il disait, je vous propose, mais je ne sais pas. Et puis il disait les choses, voilà. Vous voyez, toujours l'idée que vous êtes le seul à pouvoir vous construire votre propre représentation du monde et vous n'avez jamais, ni en tant que psychanalyste, ni en tant que personne, le droit d'imposer votre représentation du monde à quelqu'un. Dans la mesure où la peau contient toute l'histoire d'une personne, on peut dire qu'elle contient aussi les moments les plus cachés de son histoire et en conséquence, les moments auxquels il lui-même n'a pas totalement accès. D'où certains mal-être de la peau qu'on ressent dans la mesure où c'est des choses qu'on n'arrive pas à pénétrer, qu'on n'arrive pas à comprendre, qu'on n'arrive pas à prendre en compte.
Oui, ben notre corps est porteur de beaucoup de souvenirs dont nous n'avons pas de souvenirs. Hein. Le corps se souvient des premières années de la vie. Vous savez, les premières années de la vie, le bébé est très présent au monde, mais il n'a pas encore les régions cérébrales qui lui permettent de mémoriser ces événements. Donc on a tous vécu pendant 2-3 ans, ou même plus, des situations dont rien ne témoigne, sauf notre corps. Une façon de bouger, de se mouvoir, peut-être d'utiliser un bras plutôt que l'autre, ou peut-être le fait d'avoir des éruptions cutanées à certains endroits, sous l'effet de certaines émotions. Notre corps se souvient, et notre corps se souvient parce que notre peau en témoigne. Vous savez que beaucoup de malaise organique se projette sur la peau. On a mal à la poitrine, ça vient pas de la peau de la poitrine, mais les douleurs internes se projettent sur la peau. Donc la peau, c'est aussi ce qui me permet d'avoir des informations sur l'intérieur de mon corps. Et donc, en effet, la peau est comme la mémoire de mon corps. Elle est le parchemin, enfin, elle est le papier, elle est le parchemin sur lequel des événements corporels internes se projettent pour m'en informer. Merci Serge Tisseron. Alors je rappelle qu'on peut lire de vous, bien évidemment, Le déni ou la fabrique de l'aveuglement, Vivre dans les nouveaux mondes virtuels, concilier empathie et numérique, et puis ce travail sur la honte, l'empathie au cœur du jeu social, et bien d'autres livres. Je vous remercie infiniment, et je voudrais dire à nos téléspectateurs qu'au terme de cette émission, eh bien, il faut regarder son corps autrement, et regarder sa peau différemment. Et ceux des autres aussi autrement. Oui, c'est-à-dire, à partir de là, commencer à comprendre que notre corps est porteur d'une histoire, que le corps des autres est porteur d'une histoire, et que cette histoire, c'est finalement quelque chose qu'il faut essayer de comprendre, essayer d'approcher pour mieux se connaître et mieux connaître les autres.